Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de dépenses de défense et faire un peu de prospective, voire de science-fiction, sur ce que pourrait donner un budget de la défense plus conséquent. J'ai le plaisir de recevoir deux habitués du podcast. Tout d'abord Julien Malizard, économiste, titulaire de la chaire économie de défense de l'IHEDN. Bonjour Julien. Bonjour. Et ensuite Elie Denenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI. Bonjour Elie. Bonjour Alexandre. Pour une émission qui est donc à mi-chemin entre la prospective, le red teaming et la lettre au Père Noël. C'est la bonne période de l'année pour ça, consacrée à se demander à quoi ça ressemblerait si on mettait un peu le paquet sur la défense et si on y mettait l'équivalent de 3 ou 4% du PIB annuel, ce qui n'est certes pas la même chose, au lieu des 2% environ quasiment actuels, comme d'autres pays le font et comme on l'a fait à une certaine époque. Je vais peut-être donner un peu, pour une fois, un peu de contexte, expliquer le pourquoi du comment de cette émission. C'est un truc dont on parlait avec Elie depuis un certain temps, notamment dans le cadre des émissions en partenariat avec le LRD. Il y avait ce sujet qui traînait autour de à quoi ça ressemblerait un budget de la défense à 3 ou 4%. Et puis, mais le truc a un peu disparu, puisque tout le monde s'est dit c'est plus vraiment d'actualité dans un contexte de vache maigre. Déjà, on peut se concentrer sur la loi de programmation militaire actuelle qui est ambitieuse, c'est vrai, qui fait arriver globalement à 2% du PIB. On pourra déjà se réjouir qu'elle ne se fasse pas sabrer dans un recoin sombre d'un ministère ou du Parlement, ce qui est pour l'instant le cas. Mais là-dessus arrive évidemment l'élément perturbateur récent qui est la réélection de Donald Trump. Alors on ne va pas énormément gloser dessus aujourd'hui, clairement on va en parler pendant des mois, des années, voire des décennies, mais on peut dire que les intentions sont claires et que ça va vraisemblablement être brutal en termes de désengagement budgétaire et militaire et de gestes pour que les pays de l'OTAN fassent leur part. Et cette part, c'est donc ces 2% du PIB en budget de la défense, mais en vérité ces 2%, c'était un objectif traditionnel, théorique, déjà avant l'invasion de l'Ukraine et avant la réélection de Donald Trump. Et clairement, disons-le, si les Américains se désengagent réellement pour pouvoir se protéger et protéger les alliés face à la Russie, 2%, ça ne va pas suffire. On peut dire qu'en 2019, il y avait un rapport du CIFRI, il y avait une note d'intention du CIFRI qui disait que pour compenser le départ des Américains, c'est entre 280 et 350 milliards par an qu'il faudrait mettre. Il faudrait réactualiser tout ça, etc. Mais c'est un point de départ et c'est pas avec 2% du PIB de chacun, même si tout le monde le faisait, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, qu'on y arriverait. Donc la question qu'on va poser aujourd'hui, c'est: et si on allait au-delà? Je peux citer par exemple le camarade Olivier Schmitt qui a récemment publié un papier sur le grand continent où il plaidait pour des budgets autour de 4 ou 5% du PIB, ce qui fait frissonner, je pense, déjà à Bercy, rien qu'à entendre ça de très loin. Mais voilà, si on allait au-delà, si on allait par exemple à 3% du PIB, ce qui est très loin d'être un truc délirant, c'est ce qu'on avait à la fin de la guerre froide, c'est ce qu'ont les États-Unis et plein d'autres pays aujourd'hui, ou même aller à 4%, c'est ce qu'on avait en France pendant les années 60, c'est ce qu'ont Israël ou la Russie aujourd'hui, qui sont certes deux pays en guerre, mais pas par exemple l'Algérie ou l'Arabie Saoudite, qui étaient respectivement à 5 et 7% en 2022. Donc c'est pas non plus inimaginable dans un pays contemporain, sans même aller jusqu'à l'Ukraine, évidemment record du monde actuel, au-delà de 35%. Donc l'idée de cette émission sur un budget à 3 ou 4%, c'est pas d'évaluer la faisabilité politique de la chose dans le contexte français actuel. Voilà, c'est pas le propos du collimateur. Et puis la réponse est évidemment à peu près nulle dans un contexte de restriction budgétaire. Par contre, c'est de se demander à quoi ça ressemblerait concrètement, ce que ça coûterait, mais aussi ce que ça rapporterait, à la fois comme exercice intellectuel pour stimuler la réflexion, et puis aussi parce qu'il n'est pas impossible qu'il y ait des réveils brutaux prochainement en Europe, parce que disons-le, mais si les Américains commencent à prendre les moyens dont on peut pour l'instant profiter pour les envoyer ailleurs, par exemple dans le Pacifique, par exemple dans le domaine du renseignement ou du transport stratégique, ça va coûter incroyablement cher de développer des capacités pour les remplacer, il va falloir dépenser très très vite. Donc pour commencer, j'aurais peut-être quand même aimé que vous nous aidiez à replacer un peu l'évolution de ces dépenses sur le temps long, notamment si on prend un peu les budgets de guerre froide, dont j'ai cité quelques chiffres à l'emporte-pièce, mais sur ce qu'ils représentaient par rapport à aujourd'hui, peut-être Julien. Alors si on regarde dans une perspective historique, les chiffres du CIPRI font un peu référence en la matière. Et, le CIPRI, c'est donc un institut suédois qui fait les rapports sur les ventes d'armes, les dépenses de défense, exactement, etc. Donc tout un tas de fichiers Excel bien présentés. Et si on prend 90 comme point d'arrivée de la fin de la guerre froide, on est à peu près à 1500 milliards de dollars. Aujourd'hui, on est à 2300 milliards de dollars.
Donc là, il y a quand même un effort de plus de 50% en plus par rapport à la fin de la guerre froide. Et si on regarde en pourcentage de PIB, puisque c'est la ponction de richesse qu'implique la défense qui est important à regarder, en moyenne, durant la guerre froide, on est aux alentours de 4% du PIB mondial dans la défense, ou entre 92 et 2023, on est à un peu plus de 2%, 2,3%. Donc en fait, on est dans un moment historique qui est un peu intéressant, c'est qu'on n'a jamais dépensé autant en absolu, en milliards de dollars que ça implique, et ça n'a jamais aussi peu coûté en ponction de richesse mondiale, avec effectivement des disparités très fortes entre évidemment l'Ukraine, qui est un pays représentatif d'une économie de guerre, et puis des pays... on peut penser, je sais pas, à des petites économies insulaires, Malte, que sais-je, qui dépensent une fraction infime de leur PIB dans la défense. On peut mentionner, enfin voilà, il faut regarder ces chiffres-là, on les trouve facilement, il n'y a pas besoin d'aller fouiller dans la baille du CIPRI, mais c'est quand même des points, des pourcentages dont on n'a plus du tout l'habitude. Enfin, le Royaume-Uni, pendant la guerre froide, ils étaient allègrement entre 6-8-10% du PIB. La France, on se portait très bien entre 4 et 6. Donc voilà, c'est quand même... Alors après, le propos, c'est que les PIB ont aussi grossi, c'est le principe du pourcentage. Donc si le dénominateur augmente, forcément la proportion baisse. Mais quand même. Élie ? Là, justement, effectivement, je pense qu'il y a une distinction à faire entre la croissance du PIB mondial qui croît plus vite, notamment au XXe siècle, si on se regarde pas les périodes anciennes, parce que là on aurait encore des cadres très très différents, mais un PIB... Disons-le, tout ce qui va avant la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même très très hasardeux, parce que les calculs de PIB pour l'époque, c'est quand même très très problématique. Exactement, et les priorités de dépenses, etc., et a fortiori sont à regarder différemment, on n'a pas d'état-providence, etc. Mais effectivement, si on regarde en gros sur la période post-Seconde Guerre mondiale, on a un PIB qui croît globalement plus vite que la dépense de défense. Donc même si on a un effort de défense pendant la guerre froide qui se maintient, en fait il s'érode tout au long de la guerre froide pour à peu près tout le monde, à voir du côté des soviétiques peut-être moins, mais au sein de l'OTAN. Bon courage pour calculer le PIB de l'URSS. Mais même les Américains baissent en pourcentage de PIB dans l'effort de défense, mais simplement parce qu'en fait, ils ont un PIB qui croît plus vite, la période des 30 glorieuses, etc., qui croît plus vite que l'effort de défense, mais que le volume de défense. Mais on a bien une croissance en volume qui reste accrochée de manière assez haute sur la période, sur la France, on va dire, entre les années 70 et le tout début des années 90, on va passer de 3,9 à 3,2 sur les chiffres de l'OTAN, mais donc on est bien effectivement au-dessus de la barre de 3%. Ce qui est intéressant, c'est évidemment les années 90, la fameuse période des dividendes de la paix, où là, non seulement on a un PIB qui continue à croître. Les dividendes de la paix, rappelons que c'est très littéralement une métaphore financière, c'est de dire qu'on touche de l'argent parce qu'on ne fait pas la guerre. Exactement. Et qu'on va surtout toucher de l'argent parce qu'on ne se prépare plus, en tout cas, à une grande guerre. C'est-à-dire la disparition de la menace majeure de l'Union soviétique, du pacte de Varsovie. C'est là, on va dire, effectivement, et là vous allez avoir... alors il faut regarder, non pas en valeur, parce que vous avez une inflation qui bouge, mais Julien connaît ça mieux que moi, mais regardez la dépense en volume, donc c'est-à-dire en euros ou en francs constants, si on regarde sur une période, et là on a effectivement une vraie baisse d'environ 20%, en gros, entre le début des années 90 et la fin des années 90, une baisse en volume. Ça va continuer ensuite, ça va plus ou moins se stabiliser en volume et on va continuer à baisser en effort de défense, c'est-à-dire en pourcentage du PIB, puisque le PIB continue à monter et on a plus ou moins un gel en volume. Sur la période, avec encore des petites anicroches, mais vraiment le fond du trou pour la France, moi je le vois en 2003, 2004 à peu près. Juste deux éléments sur ce que vient de dire Elie. Il y a effectivement une tendance à la baisse au niveau européen qui est très marquée, mais qui est durant la guerre froide en effort de défense et après en euros constants ou en dollars constants. Mais dans le cas américain, ce qui est intéressant à regarder, c'est une forme de cyclicité qui est beaucoup plus marquée et qui va dépendre schématiquement des engagements américains. Donc en gros, il y a des pics de dépenses ponctuels. Guerre du Vietnam, ça rebaisse. Années 80, période de Reagan, où là on a des efforts de défense où on frôle les 7%.
donc une espèce de course à l'armement qui a complètement laminé le potentiel économique soviétique à l'époque, ça baisse très fortement dans les dividendes de la paix, et ça remonte à partir des années 2000, en fait, les engagements américains post-11 septembre, exactement. Et là, en fait, on a frôlé les 1000 milliards de dollars, en fait, à un moment donné, pour les Américains, de dépenses. Sur la fin de la période. Donc on est sur un niveau d'effort colossal qu'on retrouve pas en gros évidemment en dollars constants parce que les potentiels européens sont pas les mêmes, ni même en pourcentage de PIB puisque là de fait les européens sont largement en dessous. Ce qui pose déjà d'ailleurs la question de la décomposition de la dépense de défense, puisque entre la dépense pour les opérations et la dépense pour des investissements, la période Bush, guerre contre le terrorisme, n'est pas une période d'investissement très important, mais en revanche une période de dépenses opérationnelles colossales. Mais alors, juste, on va peut-être revenir sur cet indicateur quand même qui s'est imposé, c'est celui qu'on utilise tous aujourd'hui parce que je sais pas, parce que voilà, ça a le mérite de marquer un engagement sur la défense en proportion de la richesse nationale, de la production de richesse nationale. Quand même, on peut peut-être s'interroger à quel moment est-ce qu'il s'est imposé, à quel moment est-ce qu'il s'est généralisé, puisque on peut dire c'est pas qu'un indicateur qu'on utilise pour en discuter, ça avait aussi une vocation normative, notamment dans le cadre de l'OTAN. On sait que c'était l'objectif de 2% du PIB pour chaque pays consacré aux dépenses de défense. Donc c'est qu'il y a un moment où on a bien choisi en se disant c'est cet indicateur-là sur lequel il faut se caler. Je sais pas, Elie ? Ouais. Alors là-dessus, effectivement, l'OTAN, le site de l'OTAN est assez bien fait. On retrouve des archives. Depuis 1963, ils ont un rapport annuel avec des données statistiques qui sont pas toutes totalement toujours complètes, mais on peut télécharger en gros un PDF qui est à chaque sommet de l'OTAN et chaque année, puisqu'il n'y avait pas forcément un sommet annuel à l'époque, on a des chiffres. Et à partir du milieu des années 80, moi je trouve des indications en pourcentage du PIB de la dépense de défense. Et la question de l'engagement à dépenser à une dépense commune, par ailleurs, fait partie du traité de Washington dès 1949. Le moment vraiment où le chiffre des 2% commence à se sanctuariser d'une certaine manière, c'est vraiment 2006, et c'est sur le ministériel des ministres de la Défense de l'OTAN qui fixe un objectif d'au moins 2% de dépenses de la défense, en proportion du PIB. Donc on a 2006, c'est intéressant parce qu'on est effectivement au moment très fort de la guerre contre le terrorisme, là où la dépense américaine explose, comme vient de le dire Julien, et un moment où les Américains sont quasiment au plus bas, où les Européens sont au plus bas de leur baisse en volume. Tout le monde s'est effondré. Il y a une contribution opérationnelle des Européens, on va dire, à l'effort de guerre. Mais là, il y a toujours eu un décalage entre les Américains et les Européens, même pendant la guerre froide. Mais là, le décalage devient énorme et ça crée vraiment des tensions politiques. On peut signaler, 2006, ils sont à plus de 4%, ils sont repassés au-delà de 4% du PIB, alors que c'est l'époque où, en Europe, on se fait un peu kiffer, on est à 1,90, l'Allemagne, j'en parle même pas, il devait être à 1,2. Enfin, c'est vraiment... L'Allemagne, en 2005, il y a 1,0. Vraiment, ils sont à la limite de passer sous les 1. C'est 2005 pour l'Allemagne, c'est le plus bas. Donc on est vraiment à un moment à un décalage qui devient énorme, et donc on a ce chiffre des 2%. Encore une fois, les indicateurs existaient depuis avant, dès la guerre froide, donc ils avaient l'habitude d'exprimer en pourcentage de PIB, et 2% semble être une moyenne intéressante. Et le dernier point, c'est 2014, où là vous allez avoir un engagement des chefs d'État au sommet de Newport, et ça c'est après l'agression russe sur l'annexion de la Crimée, l'agression sur l'Ukraine, et vraiment le changement de paradigme. Et là, ça devient un engagement, un pledge, un financial pledge qui est vraiment valorisé, mis en avant, et c'est à partir de là que tout le monde va vraiment l'utiliser comme indicateur. Il existait depuis 2006, mais c'est vraiment 2014 que ça devient un objectif, avec l'objectif de 10 ans, enfin de 2024 qu'on a eu pour les 75 ans de l'Alliance. L'objectif, c'était que pour l'anniversaire, tout le monde soit à 2%.
Ce que tout le monde n'est pas, mais il y en a qui ont essayé de on est faire à semblant. 23, on est à 23 pays sur 32, là où on était à 3 ou 4, 3 en 2014. Julien, sur cet indicateur, et puis aussi sur ce qui cache et ce qu'on peut cacher dedans, quoi. Alors, deux réflexions. Il y a, quand on regarde dans une perspective un peu historique les chiffres, alors évidemment, comme vous l'avez dit, à prendre avec des pincettes, parce que forcément, les indicateurs anciens, ou même durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, ne valent pas forcément grand-chose, mais il y a quand même des niveaux différents en fonction des périodes de l'histoire. Il y a des engagements majeurs. Aujourd'hui, l'archétype, c'est la guerre en Ukraine, avec ce que les Ukrainiens vivent. Ça ressemble peu ou prou à ce que les Français ou les Allemands ont vécu, ou les Britanniques durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Des efforts de défense à plus de 30%, 40%. Il y a un effort, on va dire, guerre froide, entre 3 et 5%, en fonction des périodes, en fonction des moments. Et puis, dans une perspective historique, quand on regarde sur le temps un peu long, il y a en gros un effort de paix qui est pas de zéro, en fait, mais qui est plus proche, en moyenne, de 2%. Le cas américain est un peu intéressant parce que durant le 19e siècle, leur posture isolationniste faisait qu'ils étaient à moins de 1%, sauf durant la guerre de sécession. Mais sinon, on a en gros un étiage de paix qui est globalement aux alentours de 2%. Donc, on peut imaginer que... Alors, je n'ai pas l'historique des 2% au sein de l'OTAN, mais il y a quand même un aspect intéressant de regarder que, voilà, si vous voulez être... le socle, en fait, c'est aux alentours de 2% en moyenne dans une perspective historique. Après, ce que l'indicateur veut dire, moi, je me méfie toujours de cet indicateur pour une raison assez simple, c'est que en fait c'est un indicateur relatif, et donc quand vous voulez faire bouger la fraction, vous augmentez soit le numérateur, soit vous baissez le dénominateur. Et en 2020, les PIB européens ou occidentaux se sont effondrés avec le Covid, et on a eu des efforts de défense qui étaient largement au-dessus de 2%. Mais on ne s'est pas amélioré quantitativement ni qualitativement sous le plan militaire. Donc là, il y a un aspect aussi qui est très intéressant à mon avis à avoir, c'est que on peut manipuler en quelque sorte cet indicateur, soit parce qu'on dépense plus, soit parce qu'on est dans une période de croissance extrêmement faible, voire même des effondrements de PIB. La Grèce est un bon exemple. Son niveau de dépenses s'est globalement effondré post-crise des dettes souveraines à partir de 2008-2009. Mais comme son PIB s'est plus effondré, en fait, elle a maintenu globalement son effort aux alentours de 2 à 3%, ce qui est assez intéressant pour un pays qui est censé être dans une condition économique extrêmement dure. Donc, je me méfie toujours de cet indicateur. Et d'ailleurs, si on regarde l'indicateur, aujourd'hui, les États baltes sont des bons élèves de l'OTAN. Et pourtant, quand on fait la somme de ce que dépensent les États baltes, c'est 7% des dépenses françaises. Donc, je suis toujours ça, c'est sceptique. Ouais, donc il y a à la fois le fait que ça reste un pourcentage sur des valeurs absolues qui sont très variables, puisqu'il y a des pays qui ont des tout petits indicateurs, oui. Voilà, des tout petits PIB, donc de toute façon, ils peuvent vite monter sur des gros pourcentages, ou le fait que le Luxembourg, à l'inverse, soit très bas, de toute façon, ça changerait rien. Si le Luxembourg était à 3%, ça aurait sans doute, ça serait l'épaisseur du trait sur les capacités qui se traduisent de l'autre côté. Et puis il y a effectivement la variation du PIB, même si je pense que tu seras d'accord pour dire que en vrai, l'élasticité, il y a juste un ajustement qui va être retardé quand il y a une grosse crise économique, mais à la fin... Si on maintient un effort de défense en dépit d'un PIB qui a baissé substantiellement, de fait, ça veut dire un effort supplémentaire. Ça veut dire un effort supplémentaire. Sauf si, voilà, après, on est sur des programmations pluriannuelles, donc effectivement, l'élasticité défense, elle peut être moindre dans le cas de crise ou de boom économique particulier. Mais par ailleurs, il faut peut-être parler de... vous avez commencé à y faire référence tout à l'heure, Elie, à... Quelle assiette on prend pour les dépenses de défense, par exemple? Le truc hyper classique pour ça, c'est est-ce qu'on met les pensions des retraités de la défense dedans ou pas? Ça dépend des pays, et du coup, ça peut faire des trucs extrêmement variables, puisque du coup, il peut y avoir des budgets de défense qui sont énormes, mais où rien ne va pour des capacités militaires actuelles. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire peut-être de ces disparités-là? Très, très rapidement là-dessus, donc la question des pensions, la méthodologie autant en tout cas elle est claire, et c'est pensions incluses. Et c'est vrai qu'en France, on a régulièrement un problème parce que on a l'habitude d'exprimer la dépense de défense en France
depuis notamment la loi d'organisation sur les lois de finances en termes de mission, et donc la mission défense, elle n'inclut pas les pensions militaires. Donc, sur le PLF 2025, qui est qui a été voté en première lecture, là, on va dire, on est à 50 milliards de missions défense hors pension. On est à 9,5 milliards de pensions en plus. Au titre de l'OTAN, la France, ça sera 59 ou même 60 milliards, on est à 60 milliards pour 2025, alors qu'en France, on compte hors pension. Et ensuite, il y a les périmètres du ministère, des fois. Donc nous, par exemple, il faudrait rajouter 1 milliard et quelques de la mission mémoire, anciens combattants, etc. Ça, c'est le ministère des armées qui ne va pas rentrer dans la mission de défense, qui n'est pas non plus dans le périmètre OTAN. Donc il y a la variable des missions et donc la question des pensions. C'est un premier point. Oui, alors la question des pensions est fondamentale parce que c'est vrai que la France ne suit pas la définition internationale, ce qui n'est pas sans poser problème quand on corrige ça au niveau international. Le CIPRI fait ça correctement, mais en fait, vous prenez les chiffres de l'OTAN, vous avez des ruptures sur les dossiers qu'évoquait Elie qui sont fondamentales. 2009 est un exemple de rupture. Les dépenses françaises se sont effondrées entre 2008 et 2009. Et la raison, c'est que, en fait, avant 2008, ils incluaient les dépenses de gendarmerie. Après 2009, elles sont retirées parce que c'est géré par la mission sécurité intérieure, en fait, donc pour le titre du ministère de l'Intérieur. Ce qui fait que, en fait, en termes de conclusion, on a des ruptures qui sont fondamentales. Donc, le travail du CIPRI est intéressant ici à regarder parce qu'ils ont une méthode qui est relativement bien balisée. Après, la façon dont ils le calculent, ils ont une approche très extensive. C'est pas que les dépenses du ministère. Ils vont regarder aussi où est-ce qu'on fait la défense en dehors des ministères. Ce qui fait que, en fonction des cas, on va avoir des différences assez fortes en fonction des pays, en fonction des périodes. Le cas le plus emblématique, à mon avis, c'est celui de la Chine. Quand on regarde les chiffres, par exemple, du Military Balance et les chiffres du CIPRI, il y a des écarts assez conséquents. Et c'est notamment le soutien que fait le gouvernement chinois aux industries qui ne passe pas par le ministère de la Défense, qui est le canal privilégié pour le Military Balance. Alors, juste maintenant donc là, on a un peu de la notice méthodologique sur comment on calcule, qu'est-ce que ça montre et qu'est-ce que ça cache. Mais maintenant, j'aimerais entrer un peu dans le concret, puisqu'il s'agit d'imaginer un peu à quoi ça ressemblerait pour nous. Peut-être en commençant par un tour d'horizon un peu de qui le fait à l'heure actuelle. C'est-à-dire qui est à 2 évidemment, mais à 3-4%, et à quoi ça ressemble. Alors, il y a évidemment traditionnellement les États-Unis, mais les États-Unis, c'est presque compliqué parce que c'est un PIB tellement grand que même 3,5 où ils sont actuellement, c'est des budgets tentaculaires. Enfin, il y a un truc délirant à ça, mais si on regarde peut-être plus proche de nous, les autres pays de l'Alliance, voire même au Moyen-Orient, voilà. Est-ce qu'on peut peut-être pointer quelques-uns de ces pays qui sont à 3 ou 4% et à quoi ça ressemble pour eux? Si on prend la liste des 20 pays qui dépensent le plus, ça va de l'Ukraine au Kyrgyzstan, sur le top 20, sur les chiffres du CIPRI. Et ce qui est intéressant à regarder, donc en fait, on a des zones qui reviennent de manière structurelle. C'est le Moyen-Orient, ça, on va retrouver à chaque fois l'Arabie Saoudite. Oman est historiquement un pays qui est tout en haut du classement, même si c'est moins vrai en 2023. On va retrouver Israël, etc. Donc en fait, on va retrouver bon nombre de pays de la zone moyenne-orientale, et après on va retrouver aussi bon nombre de pays qui sont dans des situations soit d'affrontement direct, soit dans des zones de tension assez fortes. Donc on va retrouver Arménie, Azerbaïdjan, on va retrouver évidemment Russie, Ukraine, ça détonnera personne, et on va retrouver après des pays où il y aura des tensions, on va dire plus à une dimension nationale, le Mali, le Maroc, etc. Donc en fait on peut expliquer globalement ceux qui dépensent beaucoup par cet effet de dépenses sur ces besoins qui sont importants. Ça ne veut pas dire qu'ils dépensent beaucoup en absolu. En dehors de la Russie, il n'y a aucun grand pays là-dedans. Les Américains, pour la première fois depuis fort longtemps, ils ne sont pas dans le top 20. Ils sont 21e, mais ils ne sont pas loin, mais ils ne sont pas dans le top 20. Et si on regarde combien de pays dépensent plus de 2%, il faudrait vérifier, mais on est à 54 en 2023. Ce qui est probablement un niveau jamais atteint, on va dire, hors période de guerre froide. Elie ? Non, c'est intéressant. On a effectivement un panier de pays très très diversifiés. Il faudrait quand même déjà distinguer des pays riches et des pays pauvres. C'est-à-dire qu'on a effectivement l'effet dénominateur, on va dire, il y a des pays avec des pays
pauvres, on va dire, avec des PIB réduits et donc qui vont plus souvent rentrer dans le top 20 et en sortir aussi vite parce qu'il suffit d'avoir une grosse dépense une année et donc on est sur des situations souvent un peu moins structurelles et puis voilà, dans les pays riches qui sont dans des efforts de défense élevés, on va retrouver quelques pays qui ont une grande ambition, dont effectivement les États-Unis, par exemple, dans les pays qui sont à plus de 2,5%, voilà, mais il n'y en a pas beaucoup, et la plupart des pays riches qui vont dépenser beaucoup sont des pays qui sont, eux, dans une situation de menace immédiate. Donc on a effectivement tous les Européens de l'Est et désormais du Nord qui sont à proximité de la Russie. Là on a un gradient géographique très clair quand même si vous regardez sur l'Europe, dans ceux qui sont élevés, vous avez aujourd'hui dans la gamme des 3-4%, donc Pologne, Estonie, et autour des 3%, voilà, Lettonie. Alors vous avez le cas grec qui est un peu particulier avec une vieille histoire, mais aussi une menace directe et assez isolée. Mais ça, c'est un dernier point que je reviendrai, c'est aussi le rapport aux alliances. Ensuite, Lituanie, Finlande, Danemark, Roumanie, etc. Enfin, donc et pour dire clairement, pour arriver sur ce qui nous fait peur, est-ce que c'est des pays qui, pour se porter à ces niveaux-là, ont dû sabrer dans des dépenses sociales, dans des dépenses de protection, ou est-ce que ce sont des pays qui ont porté cet effort en raison d'une menace et qui font de la dette ou qui réussissent à équilibrer à peu près ce qu'ils font? C'est peut-être une question. Okay. Alors là-dessus, en fait, ce qu'on constate, c'est par exemple la Pologne, c'est un cas intéressant. C'est que historiquement, ils sont aux alentours de 2, on va dire depuis une grosse dizaine d'années, même un petit peu avant, avec, on va dire depuis 2010. Et il y a un effort substantiel qui font qu'aujourd'hui, ils sont quasiment à 4. Qui est vraiment lié à la guerre en Ukraine depuis 2 ans, en fait 2 ans et demi. Donc là, il y a quelque chose de conjoncturel. On verra si ça dure ou pas, mais là, il y a vraiment un effort qui est assez substantiel, qui d'ailleurs pas sans poser problème sur ce qu'on est capable d'en faire d'un seul coup, de quasiment faire x2 du budget en très peu de temps. Quand on voit les pays qui ont aujourd'hui des efforts de défense importants, effectivement, ils sont plutôt à l'est de l'Europe. Le grand pays qui dépasse plus de 2, historiquement, c'est le Royaume-Uni. Mais sinon, en dehors de celui-là, la France, elle est aux alentours de 2%. Alors, on s'en rapproche, mais on n'en est pas encore tout à fait, suivant le périmètre qu'évoquait Elie, donc pension plus mission défense. Aujourd'hui, en fait, c'est des pays qui ont aussi des croissances économiques assez rapides. Plus rapide que celle qu'on observe en Europe de l'Ouest. Donc, effectivement, il y a un double aspect, c'est est-ce qu'on dépense beaucoup, mais est-ce qu'on dépense beaucoup parce qu'on a des performances économiques qui sont assez élevées. Et c'est le cas des pays d'Europe de l'Est. La Pologne, en ce moment, il y a un boom économique qui est faramineux. On peut faire une analogie avec le cas chinois, par exemple. La Chine, elle est passée en quasiment 30 ans de 30 à 300 milliards de dollars, avec un effort de défense qui est, bon an mal an, en dessous de 2% et relativement stable. Donc en fait, quand on est capable de faire des efforts, on fait x10 avec, sans toucher à la répartition et à l'effort de défense, ça veut dire qu'en fait on a eu une croissance gigantesque. C'est quand même intéressant de regarder ça dans les pays d'Europe de l'Est, parce que c'est quand même des pays, surtout les États baltes, qui ont été extrêmement secoués par la crise financière de 2008. Et donc là, en fait, on peut parler d'un vrai effort structurel dans la défense, compte tenu du fait que eux ont une petite population, donc plutôt un petit PIB. Donc là, il y a un effort qui est structurel. La Pologne, c'est peut-être un petit peu plus facile pour elle, parce que c'est un pays qui est grand, et qui est très dynamique par ailleurs. Mais alors, juste pour rester là-dessus, est-ce qu'on peut imaginer aussi, je vais signaler, c'est toujours plaisant de citer la thèse d'un des invités, est-ce que ça peut être un vecteur de croissance aussi, puisque je peux signaler que vous avez fait votre thèse sur dépenses de défense et croissance économique, donc c'est votre partie, Julien. Mais on voit, alors on n'est pas à la Russie, mais on voit qu'en Russie, là, il y a une économie qui, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, se réoriente totalement avec des investissements massifs dans les industries de défense, et que, très difficile à apprécier, mais ils n'ont pas l'air de s'en porter trop mal pour l'instant. Il y a l'air d'avoir un système économique qui se reconfigure dans ce sens-là. Évidemment, parce qu'ils ont des grosses rentrées d'hydrocarbures, donc ils ont de l'argent à redépenser. Mais en tout cas, est-ce qu'on peut imaginer que le secteur de la défense, si on investit vraiment dedans, soit aussi un pourvoyeur d'emplois et de croissance ?
Alors, effectivement, pour résumer ma thèse en 3 minutes, puisque c'est un peu la mode en ce moment, ça dépend. Mais alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose finalement. Il faut séparer, à mon avis, plusieurs cas. Les pays qui ont une industrie de défense et qui comptent sur cette industrie de défense pour s'équiper. Le cas français est ici particulièrement emblématique. La politique d'autonomie stratégique fait que dans la dimension industrielle, on achète français pour la majeure partie des équipements, ce qui fait que on a des dépenses d'investissement. À parté, 80% des dépenses d'investissement de l'État, c'est le ministère des Armées au titre du programme 146. Donc, en fait, quand l'État investit, c'est les équipements des forces. Donc, en fait, quand on achète un porte-avions, un Rafale, que sais-je, ça, c'est au sens de la comptabilité nationale, un investissement. Et donc, 80% de l'investissement de l'État se passe par ce canal-là. Et après, ça va alimenter... Investissement de défense. Investissement de défense. Et investissement public aussi en l'espèce. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des effets économiques qu'on retrouve classiquement de l'investissement. C'est-à-dire que quand on trace dans le temps les effets de cette dépense, à court terme, il n'y a pas beaucoup d'effets. Par contre, ça a des effets sur le long terme. Ça va en générer un effet multiplicateur qui va être, on estime, à peu près aux alentours de 2 pour 1 euro investi. Donc 1 euro investi, ça génère 2 euros de plus dans l'économie, ce qui est quand même pas mal. Ce qui est plutôt ce qui est cohérent globalement avec les investissements publics dans la littérature sur ces travaux-là. Et là, il y a vraiment un effet majeur. Alors après, effectivement, en cascade, ça va irriguer des endroits, des territoires qui vont concentrer, parce qu'il y aura beaucoup d'activités productives, création d'emplois, etc., avec des effets très bien marqués au Cherbourg, Brest, Toulon pour la Marine nationale, dans le Grand Sud-Ouest, entre Bordeaux et Toulouse pour l'aéronautique, etc. Les zones d'emploi, on les connaît assez bien, en fait, elles sont bien identifiées. Donc pour résumer, si elle cache en amont, c'est un bon investissement, parce que ça irrigue. C'est un bon investissement, et en plus... C'est un gros si, c'est une grosse condition. En plus, on pourrait dire qu'il y a une forme de... Il y a l'aspect, en gros, la dépense de défense comme pure dépense publique, et donc ça génère des retombées économiques qu'on vient d'expliquer. Mais il y a aussi, en gros, on peut imaginer que si on fait ça, que ça répond aussi à des objectifs de la politique de défense, minimisation des dépendances, etc. Et on pourrait dire qu'il y a une forme de double dividende, en fait. Ça génère de l'activité économique, c'est bien. Mais en plus de ça, ça génère des effets stratégiques pas inintéressants pour la France, en l'espèce. C'est-à-dire que tout ça, c'est une partie de la dépense de défense. C'est la dépense d'investissement. Et c'est vrai qu'il y a structurellement dans les dépenses de défense, et c'est un autre indicateur dont on n'a pas encore parlé dans l'OTAN, qui est comment vous dépensez, et dans ce que vous dépensez, qu'est-ce que vous dépensez pour ce que l'OTAN appelle l'investissement, qui sont des acquisitions, donc d'équipements pour des effets majeurs, et de la R&D, donc de la recherche et développement, financer de l'innovation, etc. Et ça, il y a un objectif OTAN qui est relativement bien réalisé aujourd'hui par la plupart des pays, qui est un objectif d'au moins 20%. La France, au titre de la méthodologie OTAN, est pratiquement à 30% de dépenses d'investissement. Et ça, effectivement, si vous comparez à d'autres types de dépenses publiques, c'est énorme. Il n'y a pratiquement aucune autre administration publique qui a une part de dépenses d'investissement à 2 chiffres, et surtout dans les 25-30%. La plupart des administrations publiques sont généralement quand même complètement consommées par la dépense de fonctionnement, donc des aspects RH, etc. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas d'impact sur l'économie, puisque vous embauchez du monde. Donc derrière, ça fait de l'emploi, ça fait de la consommation, etc. Mais c'est d'autres types de leviers qui sont moins forts structurellement, on va dire, que de l'investissement direct, où vous mettez du capital dans l'économie, et a fortiori, si vous avez une industrie de défense, dans lequel vous allez avoir un effet d'entraînement, effectivement, sur l'emploi, sur la production, la production de richesse, etc. Donc la défense a une place quand même à part dans la dépense publique, et c'est pour ça qu'en termes d'investissement, en fait, la dépense a une part assez importante de l'investissement public en général, et sur la R&D, Julien doit avoir des chiffres en tête, je les ai pas, mais c'est tout à fait non négligeable, la partie de R&D, de défense dans la R&D de financement public en général. Il y a plusieurs canaux pour lesquels on peut imaginer que la dépense de défense, elle va générer des retombées positives. Il y en a, on va dire, en gros, un qui est lié aux infrastructures, etc., en fonction d'un certain nombre de choses. Mais un des aspects primordiaux, c'est tout ce qui est effet d'entraînement, donc retombées technologiques,
Donc en gros, on développe des produits qui ensuite vont pouvoir être utilisés dans la sphère civile. Il y a un super bouquin de Vernon Rutan, publié en 2006, Is War Necessary for Growth, qui montre qu'un certain nombre de technologies qui sont critiques pour la croissance on va dire, de la période des 30 Glorieuses ont été financées par la défense. Et puis, il y a un autre aspect qu'Elie vient de mentionner, effectivement, la défense, en particulier en France, c'est un potentiel de recherche et développement qui est gigantesque. C'est à peu près 20% du potentiel d'investissement français en recherche et développement qui est concentré dans ce seul secteur. Il n'y a probablement pas d'autres pays en Europe qui a une telle concentration, ce qui veut bien dire qu'il y a un effet spécifique à la France. Et donc, réciproquement, si en France on a réussi à maximiser quelque part les retombées économiques de la dépense de défense, c'est pas sûr que ce soit le cas pour tous les autres pays. Prenez le cas on évoquait la Grèce. En fait, la Grèce a une industrie de défense qui est assez limitée dans quelques domaines, mais plutôt comme sous-traitant de grands groupes dans quelques domaines navals et terrestres notamment. Et en fait, aujourd'hui, la Grèce importe une grande partie de ses équipements. Donc là, c'est un investissement pour sa sécurité. Après, sous l'angle économique, on peut imaginer que c'est pas forcément la dépense la plus utile. Et juste très rapidement, un point en revanche quand même, pour pas que les auditeurs aient une vision tronquée des choses. Tu évoquais la Russie comme exemple de pays qui fait de la croissance aujourd'hui sur de la dépense de défense, mais ça c'est de la dépense de défense qui est insoutenable, parce que quand vous donnez 300 000 $ à des veuves de guerre parce que leur mari est mort au combat, elles vont dépenser, ça va créer d'une certaine manière de la croissance économique immédiate, mais c'est évidemment au détriment des finances publiques, ça va pas produire de la richesse, c'est pas de l'investissement, etc. Et même d'une certaine manière, quand on regarde aujourd'hui l'industrie de défense russe qui fonctionne essentiellement sur de la transition de ce qui était de l'industrie civile vers de l'industrie de défense ou du rétrofit de vieux stocks, etc. C'est pas des choses qui vont mettre la Russie dans une bonne position pour les années à venir. Donc c'est quand même des types de dépenses de défense très très différents, encore une fois. Et juste sur la Russie, il y a quand même un cas intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, les performances économiques russes sont plutôt bonnes, c'est-à-dire que la croissance est relativement soutenue pour un pays qui est en guerre, avec un effort de défense qui est difficile à savoir précisément, mais on estime aux alentours de 6%, avec toutes les incertitudes que ça implique un pays en guerre. Mais il y a quand même un certain nombre d'indicateurs qui montrent que l'économie russe est une économie en surchauffe. Les taux d'inflation sont extrêmement élevés, parce qu'il y a un aspect qui est lié aux sanctions, c'est qu'ils n'ont pas un potentiel d'importation d'un certain nombre de produits, en particulier vis-à-vis des Occidentaux, alors qu'il y a une dépendance très forte aux technologies occidentales. Et donc aujourd'hui, en fait, ils dépensent beaucoup, ça soutient une industrie, effectivement, ça crée des emplois, ça crée potentiellement des retombées économiques assez fortes, mais en fait, elle est effectivement relativement peu efficace, au sens où une forme de cavalerie en quelque sorte. On satisfait des besoins militaires, et il l'a rappelé, avec probablement une efficacité qui est assez limitée. Mais en termes économiques, en fait, c'est une dépense relativement peu performante, avec peu de gains économiques à associer. La guerre reste de la destruction de capital au sens économique, et ça, il faut quand même jamais l'oublier. Oui, alors, c'est jamais une bonne affaire de ce point de vue-là, et il y a une super étude, si je peux me permettre de la citer, du Kiel Institute, justement sur cette question, qui s'appelle The Price of War, et qui montre qu'en fait, il y a aucun cas, il y a aucun doute, la guerre est toujours une mauvaise affaire, en particulier pour les belligérants. Alors là, on parle de ce que ça coûte et aussi de ce que ça rapporte au sens très large, mais peut-être là, j'aimerais vraiment entrer encore davantage un peu dans le concret. Voilà, ce que ça ferait en plus, dans un cas, par exemple, français, mais bon, on n'a pas besoin de parler que de la France, même d'un point de vue un peu plus large, et surtout, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ? Alors là, on est un peu sur la liste au Père Noël du début, mais voilà, par exemple, est-ce que... La question, c'est si on augmente de 2 à 3%, est-ce qu'on a 50% en plus ? Ou est-ce qu'on a plus ou est-ce qu'on a moins ? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, on a des économies d'échelle ? C'est un truc là, le cas classique dont on parlait il y a encore quelques temps, c'était le porte-avions de nouvelle génération, dont on sait, d'ailleurs on ne sait pas très bien combien il va coûter, mais globalement entre 5 et 10 milliards, et on disait, bah oui, mais si on en construit un deuxième, certes ça va coûter plus cher au total, mais on en aura deux, et le deuxième il coûtera sans doute moitié moins cher que le premier parce qu'on fait des économies d'échelle. Donc voilà, ça c'est la réflexion globale. Je le dis tout de suite, on ne va pas avoir deux porte-avions de nouvelle génération, ça a été arbitré en sens inverse. Mais en tout cas, c'est l'idée que quand on investit beaucoup, on a un effet démultiplicateur. Alors ça, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut en dire peut-être sur
voilà, ce qu'on peut attendre de ce genre de croissance. Est-ce qu'on est sur des croissances proportionnelles ou est-ce qu'on est sur des croissances potentiellement un peu exponentielles en termes de capacité ? Encore une fois, je pense que ça va dépendre. Là, ça pose aussi la question de l'efficience de la dépense, dont on n'a pas encore beaucoup parlé. Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué qui est dans les méthodologies de calcul, la parité de pouvoir d'achat ou pas. Ça, c'est très important. 1 euro dépensé dans la défense en Chine vous donne plus que 1 euro dépensé dans la défense aux États-Unis ou en France. Ce qui fait que regarder des gros volumes sans la parité de pouvoir d'achat, c'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait exact. Et ce qu'on disait à l'instant sur la R&D, par exemple, si vous avez une approche d'achat sur étagère, et donc, effectivement, vous allez acheter un F-35, vous allez acheter 2 F-35, et ben ça va vous coûter le double, parce que vous achetez sur l'étagère, parce que vous n'avez pas de coût de développement, ou en tout cas, franchement, au point où on en est, ils pourraient faire un prix, quoi. Bon, non, oui, effectivement, non, ils font des prix, c'est vrai. Mais les effets d'échelle seront pas les mêmes que si, en fait, c'est vous qui développez votre porte-avions ou votre avion de chasse. Donc ça, c'est quand même un élément important. Donc c'est vrai qu'en France, vu que on a une BITD forte et qu'on achète avant tout en France et qu'on a réduit les séries et donc on a eu un ajustement avec entre l'augmentation du matériel, du coût du matériel et de la complexité technologique et la pression sur les budgets, on a eu une tendance à faire un ajustement par les volumes, par les séries. Donc, on s'est retrouvé avec des coûts unitaires qui augmentaient de plus en plus, puisqu'on avait des industriels qui étaient obligés d'intégrer les coûts de développement dans un nombre de plus en plus réduit. Donc, au lieu de lisser le coût de développement, on a des Rafales qui vont être à l'unité. Alors, on finit par se retrouver sur le Rafale, parce qu'avec l'export, ils finissent par réussir à lisser, mais au départ, avec des coûts très, très élevés. Donc, avec l'idée que si on commande 20 Rafales de plus, dans ces Rafales, il n'y aura pas le coût du développement qui a été une partie énorme, donc ça va nous revenir beaucoup moins cher. Parce qu'il a été développé. Maintenant, voilà, la question se repose à nouveau sur les équipements de génération future. Donc effectivement, on a une efficience de la dépense sur un modèle français qui va augmenter proportionnellement avec une constante à définir en fonction de plus vous allez dépenser. Vu qu'on a en plus ce modèle complet, donc on a de tout un petit peu, on est aujourd'hui cette fameuse armée bonsaï qui maximise la place du coût de développement dans nos dépenses. Donc plus on dépense à partir de maintenant, on va dire, plus on va réduire marginalement. Donc, nous, on gagnerait beaucoup à faire beaucoup de volume. À faire plus de volume, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Julien ? Alors là-dessus, il y a effectivement des travaux qui ont été faits sur les coûts des matériels. Et ce qu'on constate, c'est que d'une génération à l'autre de matériel, on a donc la fameuse loi d'Augustine qui dit qu'à horizon 2050, tout le budget des États-Unis servira à acheter un avion de combat que se partageront l'US Air Force et l'US Navy. Et en fait, on a une augmentation qui est... Et les Marines, un week-end sur 2. les années bissextiles, je crois, il dit. Et en fait, on est sur une augmentation qui est de forme exponentielle. Ça, je veux dire, donc c'est Norman Augustine, l'ancien PDG de Marietta, qui a fait ce truc-là dans les années 90 pour dire que les équipements coûtent de plus en plus... Dans les années 80, pardon. Coûtent de plus en plus cher et qu'ils coûtent tellement de plus en plus cher que, en fait, les séries diminuent et que si on va à la fin de cette logique, mais donc l'idée étant qu'on ne pourra pas aller à la fin de cette logique, mais à la fin, on n'a plus qu'un seul équipement qui est super, mais on n'en a plus qu'un. Exactement. Et donc, on constate que, globalement, les tendances... Alors, ça marche très bien pour les avions pour l'aéronautique parce qu'on a beaucoup d'unités. Donc, on peut comparer. C'est pas comme un porte-avions où il n'y a pas d'effet de série, évidemment, là-dessus. Et donc, ça sauf coûte pour les États-Unis et les Chinois. Oui, mais vu de la France, ça paraît un peu hypothétique. Et donc, ça coûte 2 à 3 fois plus cher à l'unité pour produire. Donc en fait, produire, c'est développer. Donc en gros, toutes les technologies qu'on met en avant, plus le coût, la main-d'œuvre, les ouvriers, les ingénieurs qui travaillent dessus, et les intrants, les composants, etc. Ça coûte 2 à 3 fois plus cher. Donc en fait, ça veut dire que si jamais on veut... J'avais fait un peu le calcul il y a l'an dernier pour essayer de regarder un peu ce que ça impliquait. Elie évoquait l'armée bonsaï. Imaginons qu'on est sur une forme de socle. Donc on veut préserver ça à l'avenir. Ça veut dire qu'à chaque
LPM, le budget doit augmenter en moyenne de 20 à 30%. Et si on fait ça, en fait, on préserve tout juste le format, c'est-à-dire à peu près 270 000 hommes et le volume quantitativement en termes d'équipement, ce qu'on a. Alors évidemment, c'est en source ouverte, c'est un peu au doigt mouillé, mais ça donne une indication quand même de si jamais la loi d'Augustine est bien vérifiée. Si on veut garder les volumes à niveau technologique croissant et à taille de l'armée à charger, il faut que ça augmente de 20 à 30% par LPM, le budget. En valeur réelle. Donc tous les 5-6 ans. Parce que là, il y a quand même un aspect aussi important sur l'inflation militaire. A priori, les travaux montrent qu'elle est supérieure à l'inflation civile. Et après, je ne parle même pas des problématiques de pouvoir d'achat, où en fait, à peu près en taux de change de marché, les dépenses chinoises, c'est 1/3 des dépenses américaines. Il y a une étude qui est sortie d'un collègue australien, je crois, qui montrait qu'en fait, c'est pas 1/3, mais en PPA, c'est 2/3. Donc en fait, il faut rehausser et comparer en gros les pays qui sont au niveau de développement équivalent. Et inversement, est-ce qu'il y a un moment où on atteint clairement, donc nous par exemple, on gagnerait à faire du volume, on l'a compris, est-ce qu'il y a un moment où on atteint des rendements décroissants c'est-à-dire, déjà, si on s'en sert pas, on peut se demander à quoi ça sert. Enfin, c'est souvent la question qui se pose, et le problème, c'est ensuite la tentation de s'en servir pour s'en servir. Mais voilà, est-ce que... c'est toujours le problème de quel est le bon format pour quel niveau d'ambition, priorité stratégique et pour quel niveau d'ambition. Mais voilà, est-ce qu'il y a quand même un niveau au-delà de la stricte suffisance où on perd en nécessité? Non, je pense qu'il n'y a pas de réponse à ça. C'est vraiment la question du niveau d'ambition qui est fixé par le politique. Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut protéger uniquement nos intérêts vitaux ? Est-ce qu'on veut être une nation leader en Europe ? Une nation leader en Europe avec les États-Unis, sans les États-Unis ? Est-ce qu'on veut être une puissance d'influence mondiale avec des effets capables de produire des effets militaires très loin de chez soi, de protéger seul ou on va dire en puissance cadre un partenaire très loin. Qu'est-ce qu'on donc si on veut être puissance d'équilibre, qu'est-ce qu'on fait? je laisserai le gouvernement actuel répondre à cette question, mais juste pour revenir sur les effets cachés, ou en tout cas pour revenir sur voilà. Demain, on passe à 3%, donc ça ferait 80-85 milliards d'euros de dépenses de missions de défense, donc 34 milliards en plus. Avec 34 milliards en plus, qu'est-ce que je fais ? Effectivement, c'est une question. Il y a tout un tas d'effets cachés, parce que je vais dire, ok, je m'achète X Rafale en plus, un Rafale à 80 millions, bon, bah, finalement, je commence vite à pouvoir en acheter beaucoup. Mais vous en achetez beaucoup, mais là, vous avez tout de suite des effets d'entraînement importants qu'il faut regarder. D'abord, un Rafale, il faut l'équiper. Donc, vous doublez quasiment le prix de l'avion si vous voulez avoir les équipements de mission qui vont avec pour pouvoir l'utiliser. Alors, Tant qu'à l'avoir, ouais, je préférerais qu'il puisse servir. Ouais. Bah, exactement. Donc, ça veut dire qu'il ait des choses sous les ailes, qu'il ait des pods, etc. Aujourd'hui, pendant très longtemps, on a mutualisé des équipements de mission, c'est-à-dire pour pouvoir afficher un nombre de plateformes, en fait, vous allez avoir un pod de désignation pour 2, 3 ou 5 Rafales. Donc alors, ça réduit votre disponibilité réelle de ce que vous pouvez mettre en l'air à un moment qui va suivre, qui va être utile. Donc là, encore une fois, est-ce que vous voulez augmenter la crédibilité, c'est ce que la LPM actuelle essaye de faire, la cohérence sur la masse, donc c'est-à-dire redensifier ce que vous avez, être capable de mettre des munitions dans chacun de vos chars que vous mettez en ligne. Bon, bah du coup, voilà, entre guillemets, vos 200 chars, c'est 200 chars, c'est pas en fait un nombre beaucoup plus réduit de chars utiles. Il faut effectivement toute la dimension RH, l'effet d'entraînement RH. Ça, c'est le cas du deuxième porte-avions. Il est très marquant là-dessus, sur le cas du porte-avions, parce qu'en fait, si vous rajoutez un porte-avions, il y a le coût de développement, de construction et d'entretien du porte-avions.
Mais le porte-avions, on sait très bien qu'il ne sert à rien seul. Il sert à rien si vous n'avez pas 2000 marins à bord. Donc est-ce que vous avez besoin de doubler complètement l'équipage ou pas du porte-avions actuel? Peut-être pas, parce qu'ils vont pas être en permanence en mer, mais les deux en mer au même moment, voilà, encore que... Donc là, on est moins sur des rendements décroissants que sur des plafonds de verre, quoi. Sur des effets... C'est-à-dire, on peut investir, on peut vouloir des équipements, mais s'il n'y a pas l'ARH ou s'il n'y a pas les équipements afférents, ils vont pas servir à grand-chose. Il peut y avoir des plafonds de verre, mais c'est surtout ce que je veux montrer, c'est que vous rajoutez un équipement majeur, et c'est surtout, parce qu'on réfléchit quand même souvent sur les plateformes et les équipements majeurs. En fait, vous avez un périmètre que ça draine qui est beaucoup plus grand que ce que l'on croit. Julien ? Juste sur la dimension industrielle, il y a une question quand même qui me paraît importante à avoir à l'esprit. Avec mon collègue Jostein Droff, on a identifié ce qu'on appelait un trilemme, c'est-à-dire une difficulté, en particulier pour les États européens, compte tenu de la taille du marché, d'arbitrer entre minimiser les dépendances vis-à-vis de partenaires extérieurs, achats sur étagère ou même de composants ou de systèmes, maximiser les effets économiques, on parlait d'efficience tout à l'heure, et après minimisation du coût unitaire. Et en fait, les Européens, et en particulier la France, la taille de leur marché est trop petite pour faire les trois à la fois. Les Américains, ils ont potentiellement cette capacité parce qu'ils ont un marché domestique qui est hyper large et pas fragmenté comme on retrouve en Europe. Donc, ils ont des capacités à faire des économies d'échelle qui sont gigantesques, on estime en fonction des travaux, etc. C'est 10%. Donc ça veut dire que la dernière unité produite, elle coûte au moins 10% moins cher que la première. Donc c'est quand même des effets, alors ce qu'on appelle plutôt des effets d'apprentissage ici, mais learning by doing, c'est un effet qui marche bien. Et même dans la défense, où les unités produites sont quand même relativement faible par rapport à des produits civils. Et donc pour les Européens, en fait, et la France en particulier, c'est quand bien même on augmenterait significativement les budgets, c'est quelle est la capacité d'adaptation de l'outil industriel par rapport à un étiage qui est relativement bas, dans un contexte où, par construction en France, l'ambition politique, c'est acheter français ou à minima, ou coopérer le cas échéant, mais avec laquelle la France ça marcherait bien si tout le monde montait beaucoup ses budgets et tout le monde voulait acheter français. Enfin, en tout cas, qu'on réussissait à se fixer une cible commune pour chaque type de plateforme. Voilà, on n'y est pas, disons-le comme ça. Non, on n'y est pas. Et de toute façon, il y a un enjeu de taille de marché, de toute façon, pour les industriels qui est assez évident. La LPM et les budgets des grandes puissances occidentales, elles conditionnent une taille de marché qui est globalement ce qu'on connaît aujourd'hui avec des incréments relativement légers en fonction des domaines, des priorités qui ont été fournies. Un effort, la LPM le prévoit, assez substantiel sur le développement d'un certain nombre de capacités. Mais en fait, c'est le développement de ces capacités, elles vont arriver à maturité et en production et dans les forces d'ici 15-20 ans en fonction de l'échéance des programmes. Donc aujourd'hui, on est dans un contexte où les investissements qu'on va consentir pour la défense, c'est des investissements qu'il faut répéter dans le temps pour éviter toute forme de rupture et offrir aux industriels un échéancier on va dire relativement clair, à la fois sur les technologies qu'on veut développer. Là, il y a eu dans le projet de loi de finances 2025, il y a l'ouverture des engagements, l'autorisation d'engagement pour le porte-avions, 10 milliards. Donc ça va générer un échéancier de paiement prévisionnel qui permettra à Naval Group en l'espèce de prévoir ce dont il va avoir besoin. Mais en fait, il faut avoir cette vision à la fois sur le développement et sur les commandes. Or, aujourd'hui, les industriels disent en fait, on veut bien avancer, mais le volume de commandes tel qu'il est prévu par la loi de programmation militaire n'est pas suffisant pour changer d'échelle. Donc, il y a vraiment un effort d'accompagnement qui doit être progressif. Si demain, on fait comme les Polonais, on passe de 2 à 4, une espèce de frénésie d'achat, en fait, l'outil industriel français, je ne suis pas certain qu'il soit capable de répondre de manière immédiate à cette frénésie d'achat. En l'espèce, un bon exemple, c'est l'Allemagne avec le Titan 22 et donc cette énorme manne qu'ils ont en tout cas annoncé, 100 milliards, etc. Et aujourd'hui, ils n'ont pas énormément de choses à montrer derrière parce que effectivement, quand il y a un savoir-faire dans la dépense de défense, il faut dépenser, il faut avoir les moyens de dépenser, il faut savoir dépenser. Et quand on a énormément de pognon qui arrive d'un seul coup, il faut savoir comment le faire de manière raisonnable et efficace. Avec les plafonds de verre dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que le Sondervermögen, le fonds spécial, c'est un fonds d'acquisition, donc qui va acheter, qui ne finance pas
la maintenance de ce qui va être acheté. Donc, c'est-à-dire que voilà, c'est de l'achat sec sur étagère pour la plupart. Donc, sans les effets d'entraînement ou de réduction des coûts. Et puis, il n'y a pas de RH, il n'y a pas de dépenses de fonctionnement avec. Donc c'est une dépense qui risque très fortement sur le plan capacitaire derrière, si c'est pas soutenu, et c'est pour ça que là, Boris Pistorius vient de faire une sortie sur des chiffres très très ambitieux en termes de dépenses de défense régulière à justement 3%, etc. Parce que si c'est pas suivi par tout l'effet d'entraînement RH, la capacité à recruter, les infras, la maintenance, etc. En fait, on va se retrouver avec des jouets, on va dire très très chers, qui restent sur une étagère pour faire de la figuration. Si on peut juste ajouter, il y a un truc dont on n'a pas tellement parlé, mais c'est la notion de capacité, c'est-à-dire comment dire, c'est le fait qu'il y a des trucs qui coûtent très très cher. Là pour l'instant, on parle pour beaucoup de choses, mais de choses où on peut à peu près étalonner, c'est-à-dire des Rafales, on en a 10 de plus, ou n'importe quel avion, des chars, etc. Bon, il y a un côté très... voilà, on peut adapter, on peut ajuster, mais il y a un truc dont il faut peut-être parler, c'est quand il y a une capacité. Il y a des blocs insécables aussi. Typiquement, le porte-avions, bon, c'en est un, ça coûte extrêmement cher, et encore, on maintient la capacité. C'est-à-dire on en a depuis longtemps des porte-avions, mais quand on n'en a plus, il faut voir le Royaume-Uni et qu'on veut réapprendre, ça coûte encore beaucoup plus cher parce qu'il y a des dépenses de réapprentissage. Mais il y a ça, et puis il y a peut-être un truc dont je ne sais pas si vous en dire un mot, Élie, mais qui est le nucléaire, où on sait que c'est une part énorme de la prochaine LPM qui passe dans la modernisation de l'outil nucléaire. Ça, personnellement, je sais pas, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait exactement où passe ce pognon, pour des raisons de secret. Ah bah si. Non, mais si. Enfin, les grandes composantes, enfin les deux composantes sont modernisées. On va avoir des nouveaux sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de 3e génération. On est quand même voilà, rien... Dites-vous que juste le Suffren, donc un sous-marin nucléaire d'attaque, on est à 1 milliard le sous-marin, donc je ne sais plus à combien a été valorisé les SNLE 3G à l'unité, mais on va être sur voilà, le matériel le plus complexe au monde. On a les vecteurs qui sont modernisés, donc on a les missiles, donc le missile balistique M51 qui va passer au point 4, etc., avec une évolution, on va dire, plus incrémentale. On a les SN4G, donc pour le missile hypersonique aéroporté. On a le SCAF, d'une certaine manière, qui rentre aussi dans l'avion du futur. Voilà, qui remplacera à terme, qui a vocation à remplacer à un moment ou un autre, en tout cas le chasseur nouvelle génération, le Rafale à vocation nucléaire. Donc il y a les grandes masses de la dissuasion, elles sont claires aujourd'hui. Mais à ça, il faut ajouter une question qui va se poser, ça permet de remettre un peu les Américains là-dedans, mais une question de... Voilà, que va devenir la garantie de sécurité et le parapluie nucléaire américain si il est plus conditionnel ou plus transactionnel et que tout le monde ne tope pas avec les États-Unis version Trump deuxième mandat, qui remplace est-ce que... Alors les Britanniques, on sait que c'est très compliqué parce qu'eux-mêmes sont extrêmement dépendants des États-Unis pour leur capacité nucléaire, donc c'est pas évident qu'ils pourraient partager tant que ça avec les autres. La France, évidemment, a un modèle d'autonomie sur ce point de vue-là, mais la question c'est si on commence à partager, ça va coûter encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher, et ça, ce sont des coûts qui augmentent beaucoup plus rapidement que de commander 20 Rafales ou 30 Charles Leclerc de plus. Bon, les Charles Leclerc, de toute façon, on peut pas, donc c'est pas... Si, c'est la question de la juste suffisance, de là où on le met. Aujourd'hui, voilà, il existe dans le format actuel de la dissuasion, on le dit, une dimension européenne de la dissuasion nucléaire française. On a l'avantage d'être... Enfin, l'avantage ou l'inconvénient, selon de quel côté on se met, mais du même côté de l'Atlantique que les autres Européens. Donc, voilà, c'est pas les mêmes dilemmes que les Américains pour la dissuasion élargie, mais, et là c'est un débat entre spécialistes de la dissuasion nucléaire, voilà, il semble quand même que si la France devait porter la dissuasion pour l'ensemble du continent, c'est-à-dire l'ensemble des intérêts vitaux des Européens
et non pas seulement de la dimension européenne des intérêts vitaux de la France, ça impliquerait sans doute un changement du format. Et là, vite, effectivement, on se retrouve avec des gros blocs insécables. Si vous voulez augmenter votre format si de la dissuasion capable de vitrifier l'armée russe si elle pénètre dans les pays baltes, de toute façon, c'est pas le concept français d'un combat nucléaire, de mener une guerre nucléaire limitée, surtout de ce côté-ci de l'Europe. C'est une grosse différence avec les Américains. Mais le propos, c'est que si les Américains ne fournissent plus ça, ils vont chercher ça ailleurs, peut-être vers la France. Ça demandera une discussion très, très complexe et de savoir effectivement si ça se multilatéralise ou pas. Julien ? En fait, dans une dimension strictement industrielle, si on regarde cette question, l'outil industriel français, donc par exemple Cherbourg en l'espèce, il est quand même taillé au plus juste pour les besoins français. Donc si jamais demain on dit pour politique fiction, la France c'est la garantie de sécurité de la dissuasion au sein de l'Europe, ou l'OTAN européen, disons. Ça veut dire qu'il faut adapter un outil industriel. Alors ça pourrait être allé récemment chez Naval Group à Cherbourg. Je vous garantis qu'il n'y a plus tellement de place dans les hangars. Il va falloir construire beaucoup parce que là, il n'y a plus de place. Et là, de ce point de vue-là, vous avez une chance en Europe par rapport aux États-Unis qui sont dans une situation en termes de chantier naval très très compliquée qu'on voit bien. C'est que l'Europe et la France a du chantier naval civil. Donc il y a des effets de substitution qu'ils peuvent avoir avec de l'éviction derrière qui se produirait. Mais s'il y avait une absolue nécessité de passer sur de la production navale accélérée, on a une petite marge qui est la production civile, ce que n'avaient pas les Américains. C'est un peu le drame et la richesse de l'Europe, c'est qu'en fait, ils sont fragmentés, mais cette fragmentation fait qu'aujourd'hui, si vous voulez produire des sous-marins, alors ils ne sont pas forcément nucléaires, mais vous avez la France, les Suédois, les Allemands, on a des capacités de production, alors elles sont parcellaires, elles sont, on pourrait dire, pas forcément toutes homogènes au même niveau, etc. Mais il n'empêche qu'on a c'est quelque part la richesse, l'atout en cette période, de capitaliser aussi sur cette fragmentation. Alors effectivement, en tant que Français, on dit il faut faire des champions européens, il faut absolument avoir rationalisé l'outil de production. Mais en fait, si jamais on fait ça, potentiellement, on perdrait des capacités de production dans un contexte où des besoins de réarmement pourraient être significatifs. Et les investissements, en fait, Élie parlait tout à l'heure des contraintes RH, mais après, c'est aussi les infrastructures, c'est former dans la partie production les ouvriers, les ingénieurs qui vont permettre de développer et produire les équipements. Et là, une nouvelle fois, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Si jamais on veut minimiser notre dépendance aux États-Unis, il faut absolument investir aussi bien sur le produit final, mais aussi en amont sur tout ce qui fait qu'on est capable de faire ce produit final, et donc en particulier sur la fonction RH. Puisqu'on reste sur cette question des alliances, j'aurais quand même aimé... discuter, réfléchir à ce que ça ferait au sein d'une alliance. Donc, mettons que l'OTAN a un hégémon, donc les États-Unis, qui se mettent en retrait, comme c'est quand même très vraisemblable à l'heure actuelle, et que un ou plusieurs autres pays souhaitent se substituer, compenser plus ou moins dans la mesure du possible ce retrait-là. Les candidats, c'est l'Allemagne, même si c'est compliqué, mais d'un point de vue économique, la Grande-Bretagne et la France, évidemment, qui sont quand même les deux meilleurs clients, même si la Grande-Bretagne, en l'absence depuis le Brexit, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. La question, c'est qu'est-ce que ça fait au sein d'une alliance ? Si mettons qu'on porte notre effort de défense à 3 ou 4% du PIB, comment faire en sorte que, dans ce scénario déjà très fictionnel, mais que les autres pays ne refassent pas avec nous ce qu'ils ont fait avec les États-Unis, enfin ce qu'on a tous fait avec les États-Unis, c'est-à-dire les passagers clandestins, c'est-à-dire les gros là ils dépensent pour nous, donc nous on va y aller mollo. Voilà. Comment est-ce que au sein d'une alliance où il y a de la mutualisation, où il y a du ruissellement en termes de capacité de défense, mais où aussi c'est des économies qui sont inégales avec autant de paysages politiques et des intérêts inégaux politiques et tout le monde qui a intérêt à un peu rogner sur la dépense de défense pour financer son État-providence. Comment est-ce qu'on évite ça ?
Alors, déjà, juste si on fait les sommes, parce que c'est bien de savoir d'où on part. Les Européens, donc l'UE, c'est 287 milliards de dollars en 2023. Et donc avec un panorama où, en gros, à l'Est... dépenses de défense. Ils sont, à l'Est, ils sont globalement au-delà de 2%, et l'archétype, c'est même la Pologne qui est à presque 4%. Et puis après, vous avez pléthore de pays d'Europe de l'Ouest, y compris des gros, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. L'Allemagne, c'est le pays qui dépense le plus dans l'Union européenne, mais c'est aussi un pays qui est, on va dire, à un étiage à 1,5, 1,6, qui est relativement faible par rapport à ce que font les autres États membres. Et avec, disons-le, mais des capacités qui ne suivent pas. C'est encore récemment, je relisais, je repostais un éditorial de J.D. Vance, donc le futur vice-président américain de février, qui disait, mais il a raison, quoi. L'Allemagne dépense beaucoup plus que la France et n'a little to show for it. Ils sont pas capables d'équiper une brigade de combat. Donc voilà. On va revenir, mais c'est la question de l'efficience et depuis combien de temps. C'est-à-dire que vous pouvez dépenser très vite beaucoup. En fait, si ça fait 20 ans ou 40 ans que vous désinvestissez, vous avez trop de choses à rattraper et puis vous avez à fortiori la performance du personnel. Encore une fois, vous ne faites pas un soldat et à fortiori un officier en un an ou même en 5 ans. Et donc si tous les États européens atteignaient, tous ceux qui n'y sont pas atteignent les 2%, donc le fameux sommet de Newport, mais entre pays européens, on serait à 345 milliards. Donc ça ferait plus 24% de dépenses, donc avec des effets évidemment substantiels pour, on va dire, les gros Allemagne, Italie, Espagne. Et si jamais tous les pays européens atteignaient 3%, donc sauf la Pologne qui est déjà, ça ferait plus de 500 milliards de dollars. Donc la question, c'est, effectivement, c'est des effets substantiels. On aurait quasiment doublé en fait l'effort de défense, le niveau d'investissement dans la défense des Européens. Donc évidemment, il ne faut pas faire ça de manière brutale, parce que si on fait ça de manière brutale, en fait, on va se retrouver dans une situation à ne pas savoir comment utiliser convenablement l'argent. Donc il faut faire step by step, sachant que c'est globalement les niveaux d'investissement qui sont cohérent avec l'étude qui a été faite, que vous mentionniez, de IISS sur le Defending Europe. Donc en cas d'engagement majeur, même si c'est que ponctuel en Pologne et en Lituanie, ils avaient chiffré en gros de quoi les Européens auraient besoin. Et en fait, les investissements atteindre 3%, c'est globalement ce qui permettrait de payer cette ardoise-là. Alors, il faudrait quand même refaire l'étude et comparer ça avec les chiffres d'aujourd'hui, mais on est sur quelque chose qui est... Un effort à 3%, en fait, permettrait de répondre à cette menace. Sans les Américains. Sans les Américains, exactement, c'est le postulat de base de l'étude. Encore une fois, sans les Américains engagés et dépensant, mais avec sans doute de la technologie américaine et sans doute des externalités américaines. Et voilà, moi ce que je voulais dire, c'est que quand même rien de tout ça, aujourd'hui, n'est capable de remplacer les États-Unis. Donc c'est même si la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne se mettaient chacun à 4%, ça ne correspondrait pas au retrait des États-Unis. Donc de toute façon, il n'y a aucun pays qui a la masse aujourd'hui pour créer, on va dire, cet effet de passagers clandestins, parce que une telle puissance qui fait qu'on puisse s'abriter derrière. Voilà. Donc aujourd'hui, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé quand on regarde dans les années 30 d'une certaine manière, on avait une France qui était la première puissance d'Europe, mais de toute façon elle ne couvrait pas et elle ne pouvait pas assurer seule, surtout qu'elle était elle-même directement menacée, tout son système d'alliance en Europe centrale et orientale. Et donc en fait, on reviendrait d'une certaine manière à un système, si on appuie les Américains, dans lequel aucun pays n'est suffisant pour garantir la sécurité des autres, avec des autres qui soient... Donc de toute façon, on va être condamné à un effort... que tout le monde en soit conscient et que tout le monde en reste, puisqu'on a vu qu'il y a beaucoup de pays qui sont capables d'avoir ce genre de prise de conscience et de les refouler 4 ans après. Mais ça se verrait, je pense, assez vite sur des exercices, sur de la planification, où en fait, chacun dit, combien vous pouvez mettre, et on voit très bien que même des pays qui sont relativement sérieux, aujourd'hui la Pologne, à 4%, est un pays sérieux, on voit bien que la Pologne, à elle seule, ne peut pas tenir l'ensemble du flanc Est. Et donc, en fait, très vite, quand on commence à regarder les capacités qui sont mises en face, et aujourd'hui, même les Américains, on se rend compte que souvent les Européens ont une image en disant, de toute façon, ils ont
des ressources quasiment infinies, sur certains vecteurs stratégiques, enablers stratégiques, les AWACS, les avions de détection aérienne, les ravitailleurs, etc., eux-mêmes sont contraints, puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, le dimensionnement des forces américaines ne leur permet pas de faire la Chine et l'Europe en même temps, d'une certaine manière. Enfin, l'Asie et l'Europe en même temps. Et rappelons-le, le constat de base et le constat à la fin duquel on arrive aujourd'hui, c'est que l'Europe finance sa prospérité depuis 25 ans à grands coups de dette américaine, puisqu'on a cette croyance semi-réelle, puisque c'est vrai qu'ils ont des très grosses capacités et semi-fantasmées sur les États-Unis, et que c'est ça qui autorise tous ces pays-là à être bien en deçà des 2%, et que là, on arrive à la fin de cet exercice d'auto-hypnose collectif, mais qu'il y a un moment où on va réémerger, ça va faire mal. Et ce qui est intéressant, c'est que même si tous les Européens étaient à 3%, on dépenserait moitié moins que ce que dépensent les Américains. Donc en fait, on voit bien ici qu'il y a effectivement combien on est capable de dépenser, puis après, effectivement, les Polonais font beaucoup d'efforts, mais après, quantitativement, la Pologne, combien de divisions, en fait, en quelque sorte. Et après, ça va se matérialiser, c'est quelle capacité ça va permettre d'acheter tout ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de coordination européenne, va se poser la question, en gros, de l'inefficacité, parce que les Européens, en gros, chacun va préférer son marché domestique, et après, chercher à se diversifier par des contrats export plus ou moins collaboratifs, plus ou moins avec des zones bien connues. Et donc, en fait, là, il y a un aspect, on va dire, industriel. En gros, il faut qu'on soit plus efficace collectivement. Mais après, d'un point de vue stratégique, va se poser la question de la répartition des efforts et de cette capacité d'éviter les duplications dans un contexte où, en fonction de certain nombre de choses, beaucoup d'aspects de coordination vont passer par l'OTAN pour un certain nombre de pays, et ça va pas passer par les Européens. Mais ça, on peut dire, ça implique que le politique reprenne la main sur un certain nombre de choses, parce que là, on peut mentionner que le programme SCAF, le programme MGCS, etc., c'est des trucs où, disons-le, on le voit tous depuis des années, les industriels qui se détestent, s'emplafonner, etc., faire semblant de coopérer, ne pas coopérer finalement, et tout le monde plus ou moins dire, en fait, il faudrait qu'on fasse, nous, on fasse notre modèle et que tout le monde achète tout chez nous. Manifestement, et d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est un constat qui a été fait très largement aux États-Unis sous la présidence Biden, c'est que la main libre du marché ne fonctionne pas. Et c'est quand même un truc très net qui a été fait, je pense notamment au domaine naval. Il y a eu une prise de conscience très très nette que en fait le marché libre échoue totalement à fournir des produits en quantité suffisante et à des coûts raisonnables. Et il y a peut-être un moment où il va falloir, enfin en tout cas où ça va se faire, le politique reprenne la main sur cette espèce de liberté donnée aux industriels de s'engueuler ensemble et de ne pas faire les choses. Manifestement, on n'y est pas, quoi. En fait, ça pose la question, en gros, d'une vision partagée, puisque, en fait, tout ça, c'est pas pour se faire plaisir qu'on produit des équipements de défense, c'est que ça sert à répondre à un besoin de sécurité, parce qu'on considère que c'est important de ne pas dépendre, justement, des États-Unis ou de que sais-je, ou des Coréens, en fonction des cas. Et donc, là, il y a quand même une question, c'est est-ce qu'on a le même référentiel vis-à-vis des menaces auxquelles on fait face? On a la boussole stratégique, mais je ne sais pas jusqu'à quel point la boussole stratégique, c'est un document qui est unanimement accepté. De l'Union européenne. Voilà. C'est le plus petit dénominateur. Voilà. Mais de fait, c'est pas ça qui va être structurant pour dire de quoi je vais avoir besoin pour faire mes équipements, quel type de menace je veux répondre, etc. Et donc là, il y a un enjeu. En gros, si on regarde sur le produit final, en fait, il faut déjà qu'on se mette d'accord sur ce qu'on veut. Or, les expériences passées de coopération, en particulier industrielle, c'est des coopérations où, en fait, on collabore globalement sur l'essentiel de la plateforme, et puis après, chacun va vous demander des spécifications qui vont être liées aux usages qu'on va imaginer. On voit bien les différences d'appréciation, par exemple, dans le Tigre, entre les Européens. Donc l'hélicoptère d'attaque Tigre, voilà, qui est un programme franco-allemand, et les Espagnols sont rajoutés dessus. C'est ça. Et en gros, les Français voyaient plutôt ça comme de l'appui-feu, là où les Allemands voyaient plutôt de la lutte anti-char. Parce que les Français voyaient plutôt les menaces sud et la perspective de s'en servir pour Serval, Barkhane, etc., où ça a très bien marché. Les Allemands voyaient plutôt comment est-ce qu'on arrête la vague de T-82. Voilà. Mais donc, ça se ressent aussi dans les équipements. Après, je pense que tout le monde peut être d'accord qu'aujourd'hui, la Russie, ça urge un peu. Mais jusqu'à quel point et combien de temps C'est la limite, c'est cette question de temporalité, en fait. C'est-à-dire que si
même demain, on se mettait très fortement à dépenser plus et à coopérer mieux, ce qui sont de gros si, ça ne produirait sans doute ces effets que, sans doute dans une ou plusieurs décennies. Et donc là, on est quand même face... alors, voilà, ça ne veut pas dire qu'on est complètement démunis, ça ne veut pas dire que dépenser plus tout de suite, ça n'aura pas d'effet, ça produira des effets, mais ça ne produira pas tous les effets optimum qu'on pourrait imaginer. Et alors justement, pour terminer, je vous ai demandé de préparer un petit gimmick qui est, je m'en aperçois maintenant, très con, parce qu'on vient d'expliquer depuis globalement plus 1h10 à quel point c'est pas comme ça qu'on réfléchit, mais ça m'amusait. Et puis, non, mais je pense que c'est un exercice intellectuel qui est intéressant quand même, qui est de, si on passe à 3%, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite? Alors, en tout cas, à quoi est-ce qu'on utilise ces 3%? À quoi est-ce qu'on pourrait utiliser ces 3%? Et ensuite, on essaiera 4%. Mais donc, Élie, les 3 postes... Alors, on va commencer par Julien. Julien, on passe à 3%, donc on a 35 milliards en plus demain. C'est ça, et on va dire à peu près 20 milliards de plus pour les équipements, à la louche. J'étais exactement sur le même chiffre. Parce que, en fait, de fait, ça fait à peu près cet ordre de grandeur. Il y a une question qui me paraît fondamentale, auquel, en gros, c'est une espèce de... C'est non traité, et en plus c'est un sujet qu'on aborde avec mes collègues dans un cadre très spécifique. On a une provision pour financer les opérations extérieures, qui est en fonction des années, entre 800 et l'année prochaine, c'est même 750 millions d'euros. Or, on sait que les opérations extérieures, tout compris, ça coûte plus cher que ça. Et en fait, ça implique des arbitrages intra-budgétaire, on va renoncer à un certain nombre de choses. Alors après, le détail n'est pas très clair, mais globalement, c'est l'historique à montrer, et il n'y a pas de raison que ça change à l'avenir. Donc, pour moi, il y a un aspect, en gros, pour éviter les aléas stratégiques, en fait, d'un coup, tiens, je décide de partir, donc, je ne sais où. Abonder réellement le budget OPEX pour éviter d'avoir à piocher dans le reste. Exactement. Donc ça, c'est un premier aspect qui me paraît important, qui évite, en gros, de décaler des contrats d'armement, etc. Et en deux, pour moi, un sujet important, c'est plutôt pour la marine, c'est qu'en fait, on voit qu'on a une flotte de frégates de premier rang d'une quinzaine d'unités, et on voit qu'aujourd'hui, on va faire plein de trucs, que la France est le deuxième domaine, zone exclusive maritime. Donc, en fait, il y a des besoins qui sont importants. Un des aspects, à mon avis, qui est fondamental à avoir à l'esprit, c'est pourquoi... vu de ma lorgnette d'économiste, un des avantages comparatifs qu'ont eu les Américains vis-à-vis des Australiens pour le contrat AUKUS, c'est que, en fait, ils sont capables de fournir de la sécurité au-delà du seul sous-marin. Et en fait, nous, en France, on a des bâtiments un peu vieux dans le Pacifique, pas en très grande quantité, là où les Américains ont quantitativement beaucoup plus de choses à associer. Donc, quand on parle de partenariat stratégique, c'est bien aussi d'accompagner ça par un effet plus substantiel que ce qui existe déjà. Et donc, parler doucement, et avoir aussi un gros gourdin pour pouvoir aider les copains. Exactement. Et vu les enjeux maritimes du monde, l'essentiel du commerce international passe par les mers. On a vu les disruptions que ça pouvait impliquer en ce moment au large du golfe d'Aden. Donc en fait, il y a une vraie question, à mon avis, de massifier de ce point de vue-là. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas massifier ailleurs, mais disons que prioritairement, je serais tenté de dire que c'est plutôt à ce niveau-là. Donc en 2 les frégates, et en 3 ? Et en 3, disons que je pense qu'il y a un sujet aussi... plus proche pour l'armée de terre, mais en gros, faire en sorte que le contrat Scorpion, tel qu'il a été pensé depuis le début, permette d'aboutir au volume qui était espéré dès 2030. Alors moi je suis en désaccord là-dessus, mais c'est bien. Alors, Élie, pour les 3%, tout d'abord, vos 3 éléments de liste quelques juste éléments de précaution. D'abord, je pense qu'il faut qu'on ait tous conscience qu'à 2% aujourd'hui, et c'est le projet de la LPM, on prépare à peu près l'avenir technologique, c'est-à-dire qu'on reste dans la course, on augmente la cohérence du format actuel, mais on érode sans doute ce format à horizon 2030 et avec des grosses questions en 2050. C'est-à-dire, en gros, je m'entends, c'est-à-dire que
On maintient notre format d'aviation de chasse, de format terrestre et de flotte de surface à 15 frégates, etc. On les rend plus opérationnels, mais à la génération prochaine, on va sans doute dégrafer à nouveau, parce que loi d'Augustine, parce que, etc. Donc, en fait, on va quand même éroder notre format, mais simplement ce qu'on aura tiendra à peu près, et on sera capable, encore pour la génération N+1, d'avoir la techno, mais sans doute pas de se la payer, en tout cas de se payer les plateformes qui vont avec. Donc à 3%, qu'est-ce qu'on a? Donc tu disais 34 milliards en plus, 35 milliards en plus. Je suis tout à fait d'accord avec Julien. Je pense qu'on ne met pas plus que 20 milliards en équipement dessus. Il faut, à mon avis, mettre au moins 7 à 9 milliards sur la RH. Et ça, je pense que ça va être... c'est très important parce que ça pose des questions de modèle de société. De savoir si on a cette RH qui vient, combien on paye, parce qu'il suffit d'augmenter un tout petit peu les soldes pour rendre plus attractif, tout de suite tu vas manger une partie de ta consommation RH, pour pouvoir recruter en plus. Donc ça c'est quand même des périmètres. Donc 20 milliards d'équipements si on se concentre là-dessus. On reste sur un niveau d'ambition qui nous impose plus ou moins un modèle complet. Donc on est à moins de changer radicalement le niveau d'ambition, c'est-à-dire de réduire l'ambition et donc de se concentrer sur un segment plus qu'un autre, on va avoir quand même des répartitions. Donc on est en fait à 5 à 6 milliards par armée et un petit quart pour de l'interarmée, du spatial, du cyber, etc. 5 à 6 milliards par année, c'est beaucoup, mais c'est pas non plus Noël. Enfin, c'est pas absolu. Donc en fait, il faut faire des choix et on est frappé par le fait que quand on regarde à 3%, on change pas radicalement le format. On peut commencer à augmenter, à consolider, à augmenter un tout petit peu le format. Donc trois priorités. Donc pour le terrestre, moi pour le coup, je suis pas comme Julien. C'est pas je pense qu'à 3%, on sanctuarise la fin de Scorpion, mais c'est pas sur Scorpion que je pousse. Donc Scorpion, rappelons le programme de modernisation des véhicules de l'armée de terre, c'est le Griffon, le Jaguar, médian, etc., le Serval. Voilà. Bon, pour moi, si je dois mettre une priorité aujourd'hui avec 5 milliards en plus annuel pour l'armée de l'air, c'est je développe l'artillerie et l'artillerie longue portée. Pour l'armée de terre, pardon. Pour l'armée de terre, l'artillerie longue portée, de quoi équiper au moins 2 régiments. Là, aujourd'hui, on a plutôt un demi-régiment aujourd'hui en artillerie longue portée. Donc l'artillerie longue portée, c'est les lance-roquettes multiples, lance-roquettes, unitaires, etc., avec de la capacité de frappe dans la profondeur. Et donc, c'est plutôt ça. Derrière, il faudrait d'autres choses, de la DSA, renforcer attendez, parce qu'après, on fera 4%. Non, mais avec ça, on commence à crédibiliser un tout petit peu, je pense, notre ambition corps d'armée pour les forces terrestres, qui à mon sens sans ça a un vrai problème de crédibilité. Donc ça c'est mon premier. Le deuxième, armée de l'air, on essaie de remonter un tout petit peu le format de l'aviation de chasse. Pour moi, ça sera la priorité. Monter peut-être à 250 avions de combat standard et en accélérant le standard F5 du Rafale. Pas sûr qu'avec 3% on y arrive, mais je pense quand même qu'on peut monter, peut-être ouvrir un escadron, réouvrir un escadron de chasse en plus, mais avec la dimension RH qui est très importante derrière, parce que en fait aujourd'hui, si j'achète plus de Rafale, j'ai pas de pilote pour les piloter, donc ça servira à rien, et ça encore c'est quelque chose qui mettra 10 ans en fait à se voir. Mais donc je dirais standard F5. Ce qui est intéressant, c'est que là aussi dans mes estimations à 3%, je passerai pas en 2035-40 au tout SCAF. Je transformerai pas mon aviation de chasse au niveau SCAF. En revanche, je peux avoir une aviation standard F5 du Rafale qui monte un petit peu, et sans doute me doter de 1 à 2 escadrons de SCAF à terme. Et donc ça c'est mon deuxième, et mon troisième,
je rejoins Julien, j'ai réfléchi 3%, le deuxième porte-avions ne passe pas à 3%. Ou alors on a un deuxième porte-avions mais sans rien qui va avec, parce que si on regarde effectivement les marins, les équipages pour l'accompagner, le groupe aéronaval embarqué à 40 Rafales, tout de suite ça chiffre, sans doute un SNA en plus, sans doute au moins une frame en plus, la Patmar, etc. En fait, ça rentre pas dans la facture, même à 3%, je pense. On verra pour 4%. En revanche, augmenter un petit peu le format de la flotte de surface avec un format à 18 frégates, sans doute des FDI, par exemple, mettre des FDI dans les Outre-mer, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc les FDI, on va rappeler, là, elles sont tout juste en train de sortir. Il y a l'amiral Renard qui vient de sortir. Enfin, voilà, on est en train de basculer vers le défra. Enfin, bref. Voilà. Mais les FDI sont un peu musclés. Un peu plus musclés que ce qu'on a jusque-là, que les frames. Mais on n'est pas prévu d'en avoir dans les Outre-mer qui vont passer nos frégates de surveillance qui vont sortir, qui sont en fin de course. Et a priori, on va les basculer sur des formats European Patrol Corvette qui resteront des petites plateformes. Si on veut être acteur et crédible militairement, si on a des adversaires de premier ou même de deuxième rang dans nos outre-mer face auxquels on doit faire face, je pense que ça serait intéressant de pousser là-dessus. Voilà mon top 3 à 3%. Donc, si je récapitule, pour 3%, Julien, avoir un vrai budget OPEX, en 2, c'était quoi les frégates. Et en 3... Et en 3, Scorpion. Faire fonctionner Scorpion. Eli en 1, l'artillerie longue portée. En 2, l'aviation de chasse. En 3, muscler les frégates. Je signale que personne n'a parlé de chars, personne n'a parlé de drones. Intéressant. Alors là, on était dans l'analyse au Père Noël. Là, on entre dans la science-fiction la plus totale. Donc si on arrivait à 4%, vous avez le droit à 3 supplémentaires si on arrivait à 4%. Julien? Si on est à 3%, on rejoint le niveau de dépenses de l'Inde aux caractéristiques d'aujourd'hui. Et si on est à 4%, on dépense autant que la Russie. Modulo les problématiques de parité de pouvoir d'achat. Mais c'est quand même intéressant. Et donc, on serait le 3e pays qui dépense le plus à 4% aux conditions de 2023. Donc, c'est un indicateur. Moi, j'ai pas dit qu'on allait le faire. J'ai dit si on le faisait. On peut rêver, hein, c'est pas interdit. Oui, rêver ou pas rêver, parce que si on le fait, c'est que l'environnement international se dégrade et qu'on pense qu'il y a une guerre qui est pas forcément loin. Et ça, c'est pas un truc qu'on voit avec beaucoup de bonne humeur ni d'égalité d'esprit. Mais voilà, par contre, c'est pas inintéressant, mais c'est aussi pour créer le débat. Voilà. Donc les trois. Il y a quand même un moment, aujourd'hui, un moment de dilemme entre des contraintes économiques qui sont extrêmement fortes. Il est acté que le déficit en 2024 sera de 6%. Il y a des efforts budgétaires qui vont être demandés. La LPM est globalement préservée pour 2025, mais on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et donc, on voit bien ici qu'il y a un dilemme entre il faudrait dépenser plus pour répondre aux menaces, mais d'un autre côté, on est contraint aussi par nos limites je pense économiques. Que l'idée, le corollaire de tout ça, de tous les gens qui réclament ça, c'est qu'il va falloir créer de la dette et potentiellement créer de la dette à l'échelle européenne. Et pour ça, on attend que les Allemands veuillent bien, mais que ça se fera pas. Olivier Schmitt, d'ailleurs, que j'ai déjà cité, dit de manière répétée que toute discussion sur l'augmentation du format des armées devrait être doublée d'un corollaire sur qu'est-ce qu'on sabre. Et donc ça, je ne vais pas suggérer d'euthanasier les retraités, mais il y a quand même des dépenses sociales qu'il faudra, si on ne veut pas créer beaucoup de dettes, il y a des dépenses sociales qu'il faudra repenser. Ça, c'est un sujet dont on n'a peut-être pas assez parlé, mais sur la France, 2025, on est à 1600 milliards d'euros de dépenses publiques. Donc la mission défense à 50 milliards aujourd'hui, elle est à 3% de la dépense publique. Donc en fait, au niveau des priorités et la dépense publique, on est à un budget de l'État à 330, on a un budget de l'administration centrale à peu près autant, on a 700 milliards de sécurité sociale, et ensuite il y a les administrations publiques locales. Donc c'est quand même important pour les Français de réfléchir en termes de la place de dépenses publiques et la place de la défense dans la dépense publique.
elle pourrait en fait aujourd'hui évoluer. En fait, on passerait à 3% du PIB, ça augmenterait de 2%, 2,5% la part de la défense dans la dépense publique. C'est pas en fait si énorme par rapport à des masses aujourd'hui comme... alors je dis pas qu'il faut raboter de 50 milliards demain la sécurité sociale, ou de 34 milliards si on veut rajouter 34 milliards à la défense, la sécurité sociale, mais sur une masse de 700 milliards, ça a un effet, hein. Je dis, c'est pas un dollar, mais on est quand même sur des masses qui sont pas forcément aussi... C'est le sport préféré de tous les politiciens qui sont pas au pouvoir, que de dire moi je ferai des économies. Quand il s'agit de faire des économies et quand ils y arrivent, on en voit rarement. Et par ailleurs, sur la création de la dette, pareil, en fait, ça changerait pas non plus des masses... Des ordres de grandeur significatifs. Ça dépend à combien on emprunte, ça dépend de la crédibilité de la France, mais bon, peu importe. 34 milliards, c'est à peine plus d'1% de PIB, donc en fait, c'est pas c'est 1% de PIB du fait de ce point de vue-là, mais ça représente pas non plus une somme folle par rapport à la protection sociale qui est déjà à 33%. Donc en fait, il y a des coûts d'opportunité ici qui sont envisageables. Après, je ne dirais pas quel poste de dépenses sociales il faudrait raboter pour financer, mais ceci est un débat politique. Alors, j'ai déjà dit j'ai déjà évoqué à voix haute la possibilité de t'indager à retraiter, donc vous pouvez dire ce que vous voulez après ça, c'est moi qui vais tout prendre. Donc, Julien... Donc, loin de moi de proposer ça. En fait, moi aussi. Historiquement... on sera retraité plus. Non, mais donc, plutôt qu'on le croit. Allez. Donc, je suis pas certain que c'est 3 postes, mais en fait... historiquement, quand on est on arrive dans une phase où les cycles, c'est des cycles de développement. Donc on a parlé nucléaire, on a parlé successeurs, Leclerc, Rafale, qui sont des plateformes structurantes pour les forces armées et qui coûtent très cher. En général, il y a des coûts d'opportunité. C'est-à-dire que si on a développé ces produits-là, en fait, on a dû renoncer à de l'acquisition sur des matériels aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on voit bien ici qu'il faut, ce qu'elle est indiqué, il faut préserver le socle, garder les compétences minimales, mais en fait, il faut pas non plus, il faut aussi quantitativement répondre à un certain nombre de besoins par rapport à l'environnement stratégique dans lequel on s'insère. Et donc 4%, à mon avis, c'est un niveau d'effort de défense qui permettrait à la fois de financer le développement des capacités, notamment liées à la dissuasion et sur le renouvellement des composantes, sans renoncer à l'acquisition, de pousser un peu les curseurs, parce qu'en fait, on va pas changer du jour au lendemain de format des armées, mais pousser un peu les curseurs dans les domaines, permettre, au lieu d'acheter, comme c'est prévu pour 2025, 14 Rafale, peut-être qu'on va en acheter 20 ou 25, avec la capacité d'assaut ou des industriels concernés d'augmenter les cadences par rapport à ça, mais ça permettrait de pousser les curseurs tout en ne renonçant pas au développement des capacités. Alors que historiquement, et c'est assez bien marqué, dans les années 60, quand il a fallu développer la force de frappe, en fait, on a rogné sur les dépenses d'acquisition sur le conventionnel, ce qui fait qu'il y a eu un retard dans le développement d'un certain nombre de compétences, et ça a été aussi le cas, on va dire, dans les années 90-2000, avec des arbitrages, avec une forme de préservation du nucléaire par rapport au conventionnel, ce qui fait qu'on a dû rogner dans les programmes conventionnels, en particulier pour l'armée de terre, c'est classique, mais dans tous les autres domaines aussi. Donc, il y a, à mon avis, 4%, ça permet de faire tout et rajouter sans trop de difficultés les enjeux autour du financement, par exemple, de l'agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense, un truc qui est sorti un peu du chapeau, mais qui est important. Et effectivement, donc garder en gros un avantage comparatif sur des technologies, financer ces technologies-là, tout en préservant, en poussant un peu les curseurs pour la masse, et pourquoi pas éventuellement même penser à des choses plus innovantes sur les drones ou etc. En fait, parce qu'aujourd'hui on voit bien ici que y a un besoin à minima de s'y préparer. On voit que le retour en Ukraine quand même montre l'importance des drones à la première personne. On n'est pas forcément les plus pionniers, même s'il y a des compétences industrielles dans le sujet. Donc ça permettrait globalement, à mon avis, intuitivement, de faire rentrer tout ça dans les purs, sans qu'on ait à renoncer à quoi que ce soit. Bon, donc pas 3 postes, mais en tout cas une philosophie générale pour les 4%. Bon, Elie, je pense que... Là-dessus, juste un point sur la dronisation dont on n'a pas parlé. La dronisation, c'est une urgence absolue à 2%. Ça ne veut pas dire que c'est pas important à 3% ou à 4%, mais à 2%, en fait, la dronisation aujourd'hui est un des leviers
dans tous les milieux, pour toutes les armées, qui permet de préserver du format et des effets militaires avec l'effet ciseau qu'on connaît de la contrainte budgétaire, de la croissance des technos, etc. Donc c'est une absolue nécessité. Donc elle est à 2%, on la voit à 3% et à 4% parce que c'est un des facteurs d'efficience de la dépense de défense. Donc je mets la dronisation de côté, on a déjà beaucoup parlé dans ce podcast et on en reparlera, mais pour moi elle est à tous les niveaux. À 4%, je suis d'accord avec Julien, les technos de rupture pour laquelle aujourd'hui on paye pour voir, mais pas vraiment pour acquérir, on peut commencer à avoir un effet. L'IA, le quantique, les biotech... ça, c'est des choses sur lesquelles, en fait, aujourd'hui, le niveau de R&D français, il permet de comprendre à peu près... On est dans le R et pas trop dans le D, quoi. Oui, bon, enfin, mais aujourd'hui, voilà, on n'est pas... voilà, où les armes à énergie dirigée, enfin, tout un tas de chantiers sur lesquels les Américains investissent. Les armes à énergie dirigée, je veux dire, c'est les lasers, donc c'est toujours très amusant de penser qu'on peut se servir de lasers pour détruire des missiles ou des avions ennemis, mais on en est loin. Disons que c'est des choses qui coûtent très cher, sur lesquelles on a des risques d'échec très élevés et avant de tomber sur un système qui est effectivement opérationnalisable et qu'on peut transformer dans un programme d'acquisition pour les forces opérationnelles, en fait il faut avoir dépensé beaucoup d'argent et ça aujourd'hui on peut pas se le permettre à 4% tout en étant plus sélectif que les Américains le sont. Aujourd'hui on pourrait commencer à effectivement être leader et à pouvoir avoir des programmes de technologie de rupture qui rentrent. Mais c'est seulement, à mon avis, effectivement, à partir d'un plancher de type 4% qu'on a le gras nécessaire, si je puis dire comme ça, pour s'autoriser des gros échecs parce que en fait la recherche, l'innovation technologique, ça passe par une acceptation de l'échec et ensuite le dernier point c'est qu'on commence à augmenter les formats. Donc là effectivement si vous voulez avoir les mots qui mettent les étoiles dans les yeux, pour l'armée de terre à 4% on met 1 à 2 brigades en plus, donc là effectivement on change le format, on n'est pas non plus ça devient pas l'armée chinoise ni même l'armée russe, hein, mais on crédibilise vraiment le niveau corps d'armée et on n'est pas juste sur les éléments organiques, ce que j'avais mis à 3%, mais clairement sur de la masse brute. Niveau R, peut-être le SCAF, pour le coup, je pense que le passage au SCAF à 4%, mais seulement à 4%, pourrait être financé. Et sur le naval, effectivement, peut-être le deuxième porte-avions, on peut commencer à y réfléchir à 4%. Sachant qu'il y a quand même, de toute façon, et Elie l'a rappelé, mais si jamais on veut changer quantitativement, il y a un enjeu RH pour les forces armées qui est gigantesque. L'an dernier, me semble-t-il, sur les environ 10% du total du ministère qui a recruté chaque année, on n'avait pas réussi à recruter tout le monde. Donc en fait, aujourd'hui, si on veut faire mieux en termes de taille, donc Elie parlait de 1 à 2 brigades de plus, ça veut dire 8000 personnes à peu près en plus, et ça sort pas du chapeau. Et aujourd'hui, il y a une contrainte démographique qui est assez forte. Il y a moins les classes d'âge à laquelle on va voir prochainement vont être moins dotées que par le passé. Alors il y a des effets petits de cycle, mais globalement il y a le poids de la démographie et ça veut dire une politique d'attractivité assez importante dans un contexte où là aussi en fonction des métiers il y a des domaines où c'est très compliqué de recruter, on est quasiment au plein emploi. Et donc là, si vous augmentez pas la solde, qui du côté en France est plutôt basse par rapport, si on compare au Royaume-Uni, une des raisons aussi pour laquelle ils dépensent beaucoup, mais leurs dépenses de personnel sont beaucoup plus élevées que chez nous. C'est comme ça qu'on se retrouve, qu'on passe de 2 à 2,5% par exemple, mais parce que vous avez un marché de l'emploi sur lequel vous êtes moins attractif, et si vous voulez être plus, ça va d'emblée coûter plus cher. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Alors évidemment, là c'est des hypothèses, mais bon, c'est pas inintéressant de faire des trucs un peu concrets comme ça pour stimuler le débat. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.
C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Je vous rappelle, si vous avez aimé cet épisode, notez-le, commentez-le, dites-nous ce que vous en pensez sur les outils d'Apple Podcast, de Spotify ou par mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon ou de nous. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.